Je ne veux plus de ton nom. Il est pathétique. Cette phrase n'est pas sortie de nulle part. Elle a explosé au milieu d'un jardin rempli de chaises en plastique bon marché, de hamburgers trop cuits et de gens prétendant se soucier les uns des autres au nom de la tradition. Je tenais une assiette de travers de porc quand Connor l'a dit. Je n'avais même pas encore posé ce maudit plat sur la table qu'il avait déjà lancé cette fléchette. 18 ans, affalé sur sa chaise en plastique comme un James Dean au rabais, les bras derrière la tête et les lunettes de soleil sur le nez alors que le soleil avait déjà disparu derrière la lisière des arbres. Tout le monde s'est tu. Les fourchettes se sont figées. Les canettes de soda ont sifflé doucement dans des mains qui, soudain, ne savaient plus s'il fallait prendre une gorgée ou les poser brusquement sur la table. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai regardé les travers de porc, j'ai senti la sauce, j'ai pensé au temps que j'avais passé à les fumer lentement ce matin-là en me remémorant des souvenirs de son premier match en Ligue mineure. Il avait été éliminé sur 3 prises, avait pleuré dans la voiture. Je lui avais dit, tu portes le nom de Holbrook. Nous n'abandonnons pas, et maintenant, il était là, ricanant comme s'il se débarrassait d'une marque défunte. Je vais prendre le nouveau nom de maman. Bennett, ça sonne plus propre, plus fort, a-t-il ajouté. Le pire, ce n'était pas les mots. C'était le naturel avec lequel il les a lancés, comme s'il enlevait un chewing-gum collé à sa chaussure. Et quand j'ai finalement levé les yeux, mon ex-femme, Melissa, détournait déjà le regard. Son nouveau mari, Jack Bennett, l'homme que Connor, apparemment, idolâtrait maintenant, a laissé échapper un petit rire suffisant, le genre de ricanement qui vous fait instinctivement serrer le poing. Je ne l'ai pas frappé. Je n'ai même pas laissé ma prise se crisper. Cela aurait signifié qu'il comptait. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Juste un mot. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est installé, quelque chose d'ancien, de silencieux et de froid. Ce n'était pas de la rage. La rage brûle vite et méchamment. C'était plus lent, comme le givre se formant sur une vitre que l'on croyait sûre. Je vais chercher de la glace, ai-je dit. Et je suis entré dans la maison. Derrière moi, la conversation a repris, nerveuse, comme une foule après un coup de feu inattendu. J'ai entendu Melissa murmurer que j'étais trop sensible. Jacques a dit, laisse le gamin être son propre homme. Quelqu'un a monté la musique. L'odeur de viande brûlée persistait. Je m'en fichais. J'ai ouvert le congélateur, j'ai regardé le sac de glace à moitié fondu et j'ai posé mes mains sur le comptoir. Ce comptoir avait vu des années de projets de bricolage, de déjeuners d'école, de désastres de foires scientifiques tard dans la nuit. Une fois, Connor avait gravé ses initiales dans un coin avec un compas quand il avait 9 ans. Je les avais comblés avec du mastic à bois et poncé jusqu'à ce que ce soit lisse, en lui disant, les Holbrook laissent les choses en meilleur état qu'ils ne les ont trouvées. Apparemment non. À l'étage, la chambre d'amis était impeccable, le couvre-lit propre, les étagères sans poussière. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai ouvert le tiroir de la vieille table de chevet en chêne. À l'intérieur se trouvait un carnet noir usé. Je ne l'avais pas regardé depuis des années. Contact militaire, notes de mes jours de service, numéro de téléphone de gens qui ne laissaient jamais les choses à moitié. J'ai tourné les pages lentement tandis que les rires filtraient de l'extérieur. Le rire de Jacques, creux. Celui de Connor, aigu et nerveux, comme s'il savait qu'il avait franchi une ligne mais ne pouvait pas l'admettre. Le tri faux et répété de Melissa. Il avait la même tonalité que lorsqu'elle disait « Je suis juste fatigué, Daniel », juste avant de rentrer tard après avoir rendu visite à sa sœur. J'ai trouvé la page. Colonel Braxton, agent de liaison pour West Point. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'une décennie, mais il m'envoyait encore une carte de vœux chaque année. J'avais sorti son fils d'un bâtiment effondré lors d'un exercice qui avait mal tourné à Kandahar. Une dette pareille perdure dans une famille de militaires. Je n'ai pas passé l'appel tout de suite. J'ai juste fixé le numéro, le mémorisant à nouveau. De retour à l'extérieur, Connor se pavanait, le torse bombé comme un coq dans un polo de friperie. Jacques lui a tendu une bière. Melissa a fait semblant de ne pas voir. Je suis ressorti avec la glace. « Ça va, papa ?» a demandé quelqu'un. « Ça va ?» ai-je dit, en jetant des glaçons dans la glacière. Mais ça n'allait pas. J'avais passé toute ma vie à apprendre à ce gamin à se tenir droit, à regarder quelqu'un dans les yeux, à travailler de ses mains quand les mots ne suffisaient pas. Et maintenant,
il voulait se débarrasser du nom qui l'avait aidé à surmonter chaque genou écorché et chaque cœur brisé. Très bien, il pensait que ce n'était qu'un nom. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de s'ouvrir ou de se fermer. Cette nuit-là, après que le barbecue se fut finalement éteint et que les dernières bières tièdes eurent été jetées dans le bac de recyclage, je me suis assis dans l'obscurité de mon bureau avec pour seule compagnie le bourdonnement du ventilateur de plafond et le doux clic de ma vieille lampe de bureau s'allumant. La maison était d'un silence de mort, étrangement. Je n'avais pas allumé la télévision. Je n'avais pas enlevé mes chaussures. Je n'avais même pas pris la peine de changer mon polo, qui portait encore la légère souillure de la fumée de noyer et de la trahison. Sur le bureau se trouvait le carnet noir, ses coins en cuir usé et rongés par des années de voyage. Ce truc m'avait suivi à travers des déploiements, un divorce et des désastres. À l'intérieur, il ne contenait que 2 types de noms, ceux que j'avais enterrés et ceux envers qui j'avais une dette. Le colonel Braxton faisait partie des seconds. Nous n'étions pas amis, pas au sens des dîners de Noël. Nous étions quelque chose de plus difficile à définir et de beaucoup plus permanent. Liés par le sang, la sueur et le silence. J'ai sauvé la vie de son fils en 2005. Il a juré qu'il me le revaudrait un jour. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à le faire, mais le grand livre des comptes était toujours là. J'ai tourné à la page. Son numéro n'avait pas changé. Mes mains ont plané au-dessus du téléphone. Je n'ai pas hésité parce que je n'étais pas sûr. J'ai hésité parce que je comprenais le caractère définitif de ce que j'étais sur le point de faire. Il ne s'agissait pas de punir un adolescent. Il ne s'agissait pas de lui prendre les clés de la voiture ou d'annuler un mot de passe Netflix. Il s'agissait de couper le fil qui tenait le seul rêve auquel il s'était accroché depuis l'âge de 10 ans. West. Il avait passé 4 ans dans le programme de formation des officiers, 2 étés en camp de leadership, 100 heures en dissertation, entretien, préparation. J'avais moi-même écrit la lettre de recommandation initiale. J'avais utilisé mes relations, construit l'échafaudage autour de son ambition avec soin et fierté. Je lui avais dit, nous portons ce nom avec honneur. Et il a utilisé cette même bouche pour le qualifier de pathétique. J'ai composé le numéro. Braxton. Sa voix n'avait pas changé. Rauque comme du gravier. C'est Holbrook. Une pause. Puis, je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. Tu as un garçon nommé Connor Holbrook dans le prochain cycle d'admission. Idée de candidat se terminant par 88. Il y eut un silence au bout du fil, sec, pas surpris. Le tien. Braxton a expiré par le nez. Je pouvais l'imaginer dans son bureau. Cendrier à cigare à proximité. Verre de bourbon suant sur un sous-verre. Il portait toujours l'anneau. Il disait toujours, monsieur, même quand il n'y était pas obligé. Tu veux que je le liquide? Je me suis adossé à ma chaise. Il est libre de postuler à nouveau, mais il n'a plus mon soutien. Et j'apprécierais que tu en informes les bonnes personnes, discrètement. Pas de désordre. Retire simplement ton appui. Aucune raison n'est nécessaire. Compris. Clic. C'était tout. Pas de drame, pas de jugement, juste une scission nette et clinique. Comme enlever une pourriture avant qu'elle ne se propage. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de la pièce. Des photos sur le mur. Mon père me serrant la main lors de ma propre cérémonie de nomination. Connor dans son uniforme de scout. Mélissa en arrière-plan d'une photo de Thanksgiving, déjà penchée loin de moi. Même alors, les signes étaient toujours là. Je ne voulais tout simplement pas les lire. Sur mon bureau se trouvait une petite boussole en laiton que Connor m'avait fabriquée dans un camp de vacances quand il avait 12 ans. La gravure sur le couvercle disait, pour t'aider à retrouver le chemin de la maison. Je l'ai regardé un moment, puis je l'ai refermé doucement, comme le couvercle d'un cercueil. Le lendemain matin, l'email est arrivé. Objet, retrait de soutien de candidat. Corps, demande non plus soutenue. Statut d'admission en cours de révision. Le candidat sera notifié. Pas de fanfare. Pas de suivi. Juste une guillotine bureaucratique et polie. J'ai supprimé l'email, puis j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai commencé à mettre à jour silencieusement d'autres documents, testament, fiducie, liste de bénéficiaires, tout cela pendant que Connor dormait chez sa mère, sous un toit que je payais autrefois, rêvant de défilés auxquels il ne participerait jamais. Il n'en avait aucune idée. Pas encore. Mais il allait bientôt se réveiller dans un avenir qui ressemblait exactement à celui qu'il voulait,
sauf que je n'y serai pas. Il y a un type particulier d'arrogance qui n'existe que chez les adolescents, surtout ceux élevés à coups de validation et d'écran. Connor avait hérité de la fierté de sa mère et du tact de Jack, ce qui signifie qu'il n'avait ni humilité ni discrétion. Cette nuit-là, la même nuit où j'ai passé l'appel pour mettre fin à son avenir à West Point, il était dans le salon de la maison de Melissa, les pieds sur la table basse que j'avais construite, riant dans une conversation de groupe avec des garçons qui n'avaient jamais eu un travail plus long qu'un été. Je n'ai pas eu à deviner ce qu'il a dit. Je l'ai lu. Des années auparavant, j'avais installé la synchronisation des appareils sur le téléphone de Connor. Contrôle parental, lui avais-je dit. Il avait 13 ans. C'était pour les urgences, la géolocalisation, les filets de sécurité. Il n'a jamais pensé à l'enlever, et je n'en ai jamais reparlé. Au moment où j'ai vu mon nom apparaître dans une conversation de groupe intitulée « Les gars », je me suis préparé une tasse de café noir, je me suis assis à mon bureau et j'ai lu chaque pixel comme si c'était une confession. Connor, j'ai dit à mon vieux d'aller se faire voir aujourd'hui crâne. Ryan, enfin, ce type est tellement coincé. Connor, on aurait dit qu'il allait pleurer. Tyler, brutal. Connor, sérieux, j'en ai fini de porter son nom de famille de loser. Je suis un Bennett maintenant. Fini les conneries des Holbrook fauchés. Melissa, oui, elle était dans la conversation suivante. Connor y avait envoyé la même capture d'écran. Sa réponse, un emoji qui pleure de rire suivi de « Je t'avais dit qu'il allait juste bouder ». Cet homme ne supporte pas les vrais hommes dans la pièce. Puis Jack est intervenu, tu aurais dû le faire il y a des années, gamin. Tu es un Bennett. Commence à te comporter comme tel, pas de ponctuation. Pas de honte. J'ai fixé l'écran. Pas avec colère. Non. La colère est bruyante et brève. C'était autre chose. Quelque chose qui coule froid et profond, comme du pétrole sous la surface d'eau calme. J'ai cliqué sur « Enregistrer la conversation », j'ai exporté tout le fil, horodaté. Je n'ai pas répondu, je ne suis pas intervenu. Je les ai laissés célébrer comme des hyènes dansant sur une tombe qu'ils croyaient pleine. Ils ne se rendaient pas compte que la tombe était encore vide et que l'homme qu'ils pensaient avoir enterré était assis dans le noir, archivant chaque mot. Connor a envoyé une photo de ma vieille plaque de l'armée, emballée et jetée dans le garage. Avec la légende, de l'histoire, pas la mienne. Un de ses amis a répondu, « Mec, t'es un sauvage. » 100 points. J'ai agrandi cette image. Il y avait de la poussière sur le bois, une toile d'araignée enroulée près du coin. Je ne l'avais pas vue depuis le déménagement. Je suppose que Melissa avait finalement décidé quels de mes souvenirs étaient des rebuts. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai sauvegardé aussi. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas de la manière dont il le comprendrait. Ce n'était pas une crise de rage. C'était de la collecte de données, de l'enregistrement de preuves, la construction du dossier qui finirait par se replier sur lui-même comme un pont qui s'effondre. Personne n'entendrait le craquement avant la chute. Et ça allait tomber. Ils ont confondu le silence avec la soumission. Ils pensaient que j'avais quitté le barbecue ce jour-là parce que je n'avais pas de réponse. Ils n'avaient aucune idée que j'étais déjà en train d'écrire la fin de leur parade de la victoire. Un texto à la fois, un rire à la fois, tout enregistré, tout horodaté. Parce que Connor pensait qu'il faisait une déclaration audacieuse, mais ce qu'il m'a en fait envoyé, c'est une confession signée. J'ai commencé avec la fiducie viagère. C'était un jeudi matin tranquille, le genre de matin où la plupart des gens boivent du café et regardent les nouvelles, mais moi, j'avais les doigts sur un clavier, l'esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Pas de distraction. Pas de bruit, juste une réaffectation méthodique de l'héritage. Précision, pas mesquinerie. Je ne l'enlevais pas par rage, je l'extirpais comme un chirurgien qui retire la pourriture. Mon avocate, Janice, a répondu à la deuxième sonnerie. Daniel, tout va bien? J'ai juste besoin de quelques mises à jour, ai-je dit. Ma voix était calme, professionnelle, la voix d'un homme qui avait déjà enterré l'émotion et se concentrait maintenant sur la paperasse. J'ai envoyé les désignations de bénéficiaires révisées en premier. Connor Holbrook, supprimé de la fiducie, de l'assurance vie, du réinvestissement de la retraite. Le bénéficiaire principal de la fiducie indiqué maintenant, bénéficiaire désigné, fonds d'éducation pour les enfants de vétérans, 60%, programme de subvention Opération Courage, 25%, réseau de soutien aux orphelins de Saint-Paul, 15%.
La formulation était impeccable. Janice s'en était assurée. Pas de contestation future, pas d'appels émotionnels, pas de failles. Chaque clause contenait un langage rendant les termes irrévocables face à toutes les contestations prévisibles. J'avais vu des hommes devenir malins quand l'argent disparaissait. Je m'assurais que Connor ne pourrait même pas trouver la porte. À partir de là, j'ai abordé le fonds d'études 529. Il avait été créé l'année de ses 6 ans. $150 par mois, tous les mois. C'était censé être un coussin pour son avenir. Il ne savait même pas combien il y avait dedans. Il s'en fichait. Il supposait simplement qu'il était couvert parce que je l'avais toujours couvert. J'ai transféré le montant total à une fondation de bourse pour les familles, Gold Star. J'ai appelé le directeur moi-même, je lui ai dit que c'était un don discret. Pas besoin de reconnaissance. Ils ont insisté pour nommer une subvention en mon honneur. J'ai refusé. Qu'elle reste anonyme. La seule personne qui sentirait son absence serait celle qui pensait y avoir droit. Ensuite, je me suis connecté au portail de l'assurance. Connor était listé comme personne à charge depuis sa naissance. Santé, dentaire, même cette protection optionnelle contre les accidents, tout a disparu en moins de 5 minutes. Le système m'a demandé avec une douce fenêtre pop-up, « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer votre fils comme personne à charge ?» J'ai cliqué sur « Oui » sans ciller. Ce n'était pas une déclaration de guerre. C'était une déclaration d'absence. Je n'ai rien laissé ouvert. J'ai réécrit la procuration médicale, les listes de contacts d'urgence, toutes les entrées du patrimoine numérique. Bon sang, j'ai même mis à jour mes directives funéraires. Aucune mention de Connor. L'homme des pompes funèbres m'a regardé par-dessus ses lunettes quand j'ai spécifié « Ne pas notifier les plus proches parents à moins qu'ils ne soient expressément listés. Utilisez uniquement la liste écrite. » Il a dit « Compris. » J'ai dit « Effacer. » La dernière tâche était symbolique. J'ai ouvert mon coffre-fort ignifuge et j'ai sorti une boîte à cigares en bois. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs, le bracelet de bébé de Connor, sa première épinglette du tableau d'honneur, une photo de lui en treillis au camp de préparation de West Point. J'ai porté la boîte à la cheminée, j'ai allumé une allumette. Je n'ai pas brûlé la photo, seulement l'épinglette, le bracelet, les fragments d'un garçon qui n'existait plus. La photo, je l'ai gardée. Je l'ai glissée dans une enveloppe craft avec les impressions de ses textos, les captures d'écran et la lettre de West Point désormais annulée. Puis, j'ai scellé l'enveloppe et j'ai écrit son nom dessus en lettres capitales, non par sentimentalisme, mais pour la documentation. L'héritage ne concerne pas seulement ce que l'on lègue. Il concerne l'intention. Et je venais de réécrire la mienne avec une clarté absolue, un caractère définitif et sans une seule voix élevée. C'est exactement 8 jours après ce barbecue que la fissure s'est finalement formée. Pas dans mon plan, mais dans son illusion. Connor avait profité de l'euphorie de son petit numéro avec le nom comme un étalon primé. Publiant des selfies à la salle de sport avec la légende, lignée Bennett biceps pliés, se pavanant avec un sweat de cadet d'imitation d'un surplus militaire qui, pensait-il probablement, lui donnait l'air officiel. Melissa, bien sûr, buvait tout ça. Son golden boy enfin libéré de la grande et méchante ombre de son père. Jack Bennett lui a même donné une montre Oméga d'occasion et l'a qualifiée de symbole de virilité. Mais l'univers, que sa synchronicité soit bénie, a envoyé la première fracture à travers le petit miroir parfait de Connor à 14h41 un jeudi. Objet, mise à jour de candidature du Bureau des admissions, Académie militaire des États-Unis. Corps, cher candidat, ceci est pour confirmer la réception du récent retrait de soutien de votre recommandataire désigné. En conséquence, le statut de votre candidature a été modifié à « retiré ». Aucune autre action n'est requise. Si vous souhaitez postuler à nouveau, un nouveau cycle de recommandation et d'évaluation sera nécessaire. Cordialement, admission de l'USMA. C'est tout ce qu'il a fallu. 10 ans de rêve anéantis en 4 phrases et un drapeau système. Melissa était au travail quand il l'a vu. Il lui a envoyé 3 textos. Connor, CQI c'est bordel se mêle de West Point. Connor, est-ce que toi ou Jacques avez dit quelque chose? Connor, appelle-moi maintenant. Pas de réponse. Il a essayé de m'appeler ensuite. 3 sonneries. Messagerie vocale. Bonjour, c'est Daniel. Laissez un message. Il ne l'a pas fait. Bien sûr que non. Les garçons comme Connor ne laissent pas de message.
Ils s'attendent à des rappels instantanés. Comme si la vie était une ligne d'assistance client. Mais je n'étais plus le service client de son ego. À la place, il a envoyé un texto. Connor, papa, j'ai reçu un message bizarre de West Point. Connor, ça dit que j'ai retiré ma candidature. Je ne l'ai pas fait. Connor, ça doit être une erreur. Appelle-moi. Je les ai vus arriver l'un après l'autre. Des notifications surgissant comme du popcorn, urgentes et paniquées. Je n'en ai ouvert aucun. Je les ai juste laissés là, non lus. Sans réponse. Mélissa a essayé ensuite. Son ton n'était pas paniqué. Il était accusateur. Mélissa, Daniel. Qu'est-ce qui se passe avec West Point? Connor vient de recevoir un truc sur un retrait. C'est toi. Elle aurait dû s'arrêter après, se passe. Tout ce qui a suivi n'a fait que la faire paraître désespérée. Je ne lui ai pas répondu non plus. À la place, j'ai désactivé les aperçus de messages et j'ai ouvert une nouvelle entrée dans mon journal, je l'ai datée, j'ai enregistré l'heure de l'email, j'ai sauvegardé une copie PDF et je l'ai sauvegardée sur une clé USB cryptée. C'est ce que font les hommes comme moi. Nous ne crions pas, nous documentons. Pendant ce temps, Connor s'effondrait. Il s'est connecté à son portail de candidature. Statut, retiré. Pas d'appel, pas de voix à suivre. Chaque formulaire de contact le redirigeait vers une boîte de réception générique des admissions. La section des recommandataires, qui listait autrefois mon nom, affichait maintenant « Soutien retiré ». Demande nulle en attente d'une nouvelle nomination. Il a essayé d'appeler West Point directement. A laissé un message vocal. A envoyé 3 emails. Pas de réponse. Il a même essayé d'envoyer un message au colonel Braxton sur LinkedIn. Il a été bloqué. Il est parti en vrille. La conversation de groupe, les gars, sais-tu après qu'il a posté une capture d'écran de l'email. Connor, je crois que mon père a saboté ma candidature. Je ne sais même pas comment. Tyler, attends, sérieux? Ryan, putain. Pas d'émoji cette fois. Pas de tête de mort, juste le silence. Plus tard dans la soirée, Mélissa a de nouveau fait irruption sur ma messagerie vocale. Daniel, si tu es derrière ça, tu as intérêt à décrocher le téléphone maintenant. C'est son avenir. Tu ne peux pas simplement saboter ton propre fils. Saboter? Non, ma chère. Le sabotage, c'est ce qui arrive quand quelqu'un détruit quelque chose qu'il n'a jamais construit. Ce que j'ai fait, c'est retirer silencieusement ce que j'avais construit, parce que le garçon qui a craché sur les fondations ne méritait pas de se tenir dessus. Connor s'était débarrassé de mon nom, alors j'ai commencé par l'enlever de la porte, puis j'ai verrouillé derrière moi. Il est arrivé dans l'allée trop vite. Les pneus du SUV en leasing de sa mère ont soulevé un nuage de poussière qui est resté dans la chaleur du milieu de matinée comme un fantôme d'urgence. Connor n'a même pas coupé le moteur au début. Il a juste regardé la maison, s'attendant à ce que quelque chose semble normal. Les volets bleus, la boîte aux lettres écaillées, la statue du nain de jardin que Mélissa avait toujours détesté mais que j'avais refusé d'enlever. Tout était là, et pourtant rien de tout cela n'y était. Le panneau, à vendre, se dressait dans le jardin comme une pierre tombale. Sous contrat, criait l'autocollant rouge en haut. La pelouse autour avait été récemment tondue, mais Connor ne l'a pas remarqué. Il a sauté de la voiture, a laissé la portière entr'ouverte avec les clés encore sur le contact et a couru vers les marches du Porsche comme s'il poursuivait un rêve en fuite. Il a frappé, attendu, frappé plus fort. Rien. Les rideaux avaient disparu. Aucune lumière n'était allumée. Aucun son. Juste le léger grincement de la balancelle du Porsche se balançant dans la brise. Il a attrapé la poignée de la porte, a essayé. Verrouillé. Il a pressé son visage contre la fenêtre, a mis ses mains en coupe autour de ses yeux comme un enfant essayant de jeter un coup d'œil dans une pièce interdite. Tout ce qu'il a vu, c'était le vide, des murs nus, des planchers polis, une maison déjà dépouillée du passé. Les cadres photos, disparus. La vitrine militaire, disparue. Même le fauteuil inclinable délavé dans lequel il faisait la sieste, disparu. Il ne restait rien de moi là, même pas l'odeur. C'est alors que Madame Gentry est sortie de la maison d'en face, en traînant les pieds, avec un arrosoir et une cigarette, comme si elle avait déjà vu cette scène et n'en était pas surprise. « Vous cherchez Monsieur Holbrook ?» Connor s'est retourné, désespéré. « Oui. »
Est-ce qu'il est là? Elle l'a longuement dévisagé, sans être impressionnée. Il a déménagé il y a quelques semaines, je crois. A dit qu'il partait pour la côte. La côte? Elle a hoché la tête. Il n'a pas dit grand-chose. Juste qu'il en avait fini avec cet endroit. Il l'a vendu vite, en plus. Un acheteur au comptant. Un homme silencieux, mais efficace. Connor a cligné des yeux. A-t-il laissé un numéro? Elle a soufflé de la fumée dans sa direction générale. Pas avec moi. Il a rouvert la bouche, comme pour en demander plus, mais elle se dirigeait déjà vers ses bégonias. Il s'est retourné vers la porte, a frappé à nouveau, plus lentement cette fois, comme si peut-être la maison allait changer d'avis. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle l'a simplement regardé avec des fenêtres creuses, sensillée et indifférente. Il s'est laissé tomber sur la marche du porche, la même marche où nous nous asseyions les soirs d'Halloween pour distribuer des bonbons, où je lui ai appris à faire son nœud de cravate avant son bal de première année, où, à 13 ans, il m'a dit qu'il irait à West Point, tout comme moi. Et maintenant, il était assis là comme un intrus. Il a sorti son téléphone, a essayé d'appeler à nouveau, directement sur la messagerie vocale à nouveau. Il a ouvert son fil de messages. Des dizaines de messages non lus de sa part. Papa, s'il te plaît, appelle-moi. Sérieux, on doit parler. West Point dit des choses qui n'ont aucun sens. Tu m'ignores? Pourquoi as-tu déménagé? Il a fait défiler vers le bas et s'est arrêté sur un plus ancien, celui qu'il avait envoyé juste après le barbecue. J'en ai fini avec le nom de famille Holbrook. Il l'a fixé. L'écran s'est assombri, s'est verrouillé. Le porche a grincé sous lui et, pour la première fois depuis des jours, Connor a senti quelque chose de nouveau s'installer dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la bravade, mais la douleur aiguë et silencieuse de l'absence. La maison ne l'avait pas trahi. J'avais simplement pris mon héritage et j'étais parti avant qu'il ne puisse être volé. La fête était tout ce que Melissa voulait et rien de ce que Connor avait besoin. Des tentes blanches dans le jardin, un photomaton loué avec des accessoires qui criaient, le clown de service avec une bourse. Des plateaux de buffet avec des ailes de poulet et des mini-burgers de traiteur. Des cupcakes personnalisés avec un glaçage qui disait « Destination, Bennett » en cursive dorée. Jacques distribuait des cigares comme s'il était une sorte de patriarche. C'était une performance, un déni bruyant et surfait de la réalité. Parce que derrière tous les ballons et les bannières, une vérité flagrante s'accrochait à Connor comme une fumée invisible. Il n'avait eu aucune réponse de West Point. Pas depuis l'email énigmatique de confirmation de retrait 2 semaines plus tôt. Chaque message de suivi était resté sans réponse. Chaque appel à leur ligne d'admission se heurtait à des excuses à voix douce et à des redirections vers des liens de politique générale. Pourtant, il a souri, a pris des photos, a ri trop fort, a posé avec le même groupe d'amis qui avait autrefois célébré son rejet de moi comme s'il s'agissait d'un éveil spirituel. Jusqu'à ce que l'enveloppe arrive. Pas d'expéditeur, pas de timbre, juste une enveloppe Kraft Uni glissée dans la pile de cartes sur la table des cadeaux, entre une de l'oncle Jared et un chèque de blague étiqueté, pour la pizza de ta chambre d'étudiant. Connor ne l'a pas remarqué au début. C'est Melissa qui la lui a tendu. En voilà une de plus, a-t-elle dit, sirotant distraitement du champagne. Sans nom. Probablement un de tes amis qui fait son intéressant. Il l'a ouverte d'un coup sec devant la foule. La première chose qui a glissé était une photo, familière, imprimée sur du papier cartonné épais. Sa lettre d'acceptation de West Point, l'original. Il l'avait postée des mois plus tôt sur Instagram. La même qui avait autrefois recueilli 1400 j'aime et 3 messages directs de filles avec lesquelles il n'avait jamais eu sa chance. Sauf que maintenant, un tampon rouge la barrait en diagonale, nul. L'ambiance dans la pièce a changé. Les rires se sont tus. La conversation s'est arrêtée, comme lorsque les gens sentent une odeur de brûlé et ne savent pas s'il faut courir ou faire semblant de rien. Le deuxième article a glissé. Une impression de 3 pages. Une chronologie. 4 juin, j'ai dit à mon vieux d'aller se faire voir aujourd'hui crâne. 4 juin, capture d'écran de la conversation de groupe du barbecue avec l'insulte du « nom de famille pathétique ». 5 juin, je suis un Bennett maintenant. Holbrook qui? 6 juin, photo de la plaque militaire de Daniel emballée avec la légende, de l'histoire, pas la mienne. 8 juin, je m'en fous s'il pleure. Le mec avait besoin de l'entendre. Tout était horodaté.
Tout était accompagné de captures d'écran. Le troisième et dernier article. Une seule page, manuscrite à l'encre bleue. Net. Mesurée. Comme une dernière entrée dans le journal de bord d'un soldat. Connor. Tu as dit que tu ne voulais pas de mon nom. Qu'il était pathétique, que tu en avais fini avec tout ce que je représentais. Je t'ai entendu et j'ai respecté ton choix. Alors je t'ai donné ce que tu as demandé, un avenir sans moi. Sans soutien, sans argent, sans protection, sans nom. Tu as gagné ta place à West Point, mais tu as détruit ta position auprès du seul homme qui a passé l'appel qui t'a fait entrer. L'homme dont le nom a ouvert la porte que tu viens de claquer. Profite de ton nouveau chemin. Voilà ce qu'un nom signifiait vraiment. Daniel. Connor n'a pas bougé pendant un moment. Puis il a froissé la lettre, trop tard. La moitié de la salle l'avait déjà vue. La bouche de Mélissa est restée ouverte, figée à mi-gorgée. Jacques s'est approché, a arraché le papier de la main de Connor, a lu 2 lignes et le lui a rendu sans un mot. Les amis de Connor ont soudain trouvé leur téléphone fascinant. L'un d'eux, Ryan, a murmuré à un autre, « Mec, c'est sérieux ?» Quelques personnes ont commencé à ramasser silencieusement leur sac à dos. Mélissa, c'est une blague, mais sa voix s'est brisée. Connor n'a rien dit. Son visage était devenu pâle. Le faux bronzage des lumières du photomaton l'empirait. Puis son grand-père, le frère de mon père, l'oncle Paul, s'est avancé, a lu la lettre par-dessus son épaule et a secoué la tête. On te l'avait dit, gamin. On t'avait prévenu de ne pas cracher sur le nom de ton père. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de scène. Il s'est simplement retourné et a quitté la fête, lentement et délibérément. 2 de mes cousins l'ont suivi. Puis 3 autres parents. Une fracture familiale en pleine action. Mélissa est restée figée dans le jardin, entourée de coupes de champagne vides et de décorations flétries. Connor s'est assis sur une chaise pliante. Seul. L'enveloppe sur ses genoux, un avenir autrefois emballé dans un héritage, maintenant juste du papier, du silence et un nom qu'il ne pouvait pas récupérer. Connor n'a pas remarqué le changement au début. Il continuait de fixer l'enveloppe sur ses genoux comme si elle pouvait se transformer en autre chose s'il la regardait assez longtemps. Ses doigts traçaient le pli de la lettre manuscrite, celle qu'il avait froissée puis défroissée, ne sachant plus s'il devait la détruire ou l'encadrer comme un artefact maudit. Mais la foule autour de lui se dispersait déjà. Son grand-père était parti le premier, en silence. Pas de sortie dramatique, juste un regard, quel dommage, murmurait une lente marche vers la voiture avec une canne dans une main et le silence dans l'autre. Les frères de son père l'ont suivi. Des gens qui avaient tenu Connor bébé, lui avaient envoyé des cartes d'anniversaire, lui avaient glissé des billets de vin à Noël. Aucun d'eux n'a regardé en arrière. Et il restait assis. Les cupcakes fondaient. L'opérateur du photomaton regardait sa montre. Le DJ engagé pour passer les tubes du top 40 pendant le grand moment de Connor a baissé la musique à un doux bruit de fond, le signal universel que la fête se mourait. Mélissa s'en est rendu compte ensuite. Elle arpentait la cour, maintenant pieds nus, sa boisson ballottant dans son verre. Son visage rouge, non pas à cause du vin, mais d'une fureur qu'elle ne pouvait pas situer. Elle a aboyé sur les traiteurs, a dit au DJ de remonter le volume, a tenté de réanimer le moment comme si les serpentins et les mini-burgers pouvaient étouffer l'écho d'un héritage qui répudiait son héritier. Puis elle s'est tournée vers Connor. C'était quoi ça, Connor? Tu savais qu'il allait faire ça. Sa voix a claqué dans la cour comme un fouet. Tu devais le savoir. C'est de ta faute? La tête de Connor s'est redressée d'un coup. De ma faute? Tu crois que c'est sorti de nulle part? Elle a sifflé, se penchant vers lui, les dents serrées derrière son sourire répété. As-tu la moindre idée de l'image que ça donne? De ce que ton grand-père vient de dire? Connor s'est levé trop vite, renversant la chaise. Il m'a fait passer pour le méchant. Les yeux de Mélissa ont brillé. Tu t'es fait passer pour le méchant tout seul. Sais-tu combien de personnes ont vu ces messages? Ces publications? Tu ne les as pas inventées, Connor. Tu as mis ta stupidité en ligne et tu t'attendais à des applaudissements. La foule, ce qu'il en restait, a entendu chaque mot. Jacques, le grand sauveur, le beau-père de l'année, se tenait inutilement près de la glacière avec une bière et un cigare à moitié consumé. Il n'est pas intervenu, n'a pas défendu, a juste regardé comme un homme qui se rend compte que le vent tourne et que son yacht n'est pas aussi insubmersible qu'il le pensait.
Connor a tourné lentement, balayant les visages du regard. Pas un seul ne souriait. Une cousine a murmuré à sa mère, qui a secoué la tête les lèvres pincées. Quelqu'un a marmonné, il l'a bien cherché. Un autre, Danny lui a toujours tout donné. Et puis, celui qui a fait le plus mal, il l'avait prévenu. Il l'avait prévenu. Connor a crié, alors vous pensez tous que c'est juste. Vous pensez que je le mérite? Il a ruiné mon avenir. Il a tué ma place à West Point. Il m'a abandonné. Aucune réponse. Juste le doux cliquetis des couverts et le son de la distance se mesurant en pas. Mélissa s'est tournée vers Jacques. Dis quelque chose, maintenant. Jacques a pris une profonde inspiration, mais ce qui est sorti n'était pas du soutien. C'était une erreur de le laisser publier ses conneries. J'aurais dû lui faire tout effacer. Et avec ça, le vase a débordé. Les yeux de Connor se sont écarquillés. C'est toi qui as dit que je devais être mon propre homme. Tu as dit que papa était faible. Jacques ne l'a même pas regardé. Et tu l'as cru. C'est ton problème. Connor l'a senti alors. Pas seulement la honte, pas seulement la colère, mais la conscience pleine et pesante que personne, n'était de son côté. Le nom de famille qu'il a rejeté n'appartenait pas seulement à Daniel. Il appartenait aux gens qui quittaient cette fête. À ceux qui savaient ce que ce nom signifiait. À ceux qui le voyaient maintenant comme le garçon qui a craché sur son père et a reçu un miroir en retour. Connor a titubé vers la table, les paumes sur le bord comme s'il en avait besoin pour se tenir debout. La photo de sa lettre de West Point annulée le fixait comme une pierre tombale. Les invités autour de lui, maintenant des fantômes. Il était à sa propre célébration. Et pourtant, le seul célébré était l'homme qui n'était pas là. C'est arrivé par accident. Ou peut-être pas. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'implosion de la fête, depuis la lettre, depuis que la pièce s'était vidée autour de lui pour ne laisser qu'un garçon s'accrochant aux ruines d'un nom qu'il pensait pouvoir dépasser. Connor avait essayé de me localiser depuis. Appels depuis des téléphones prépayés, messages depuis de faux comptes, même en se rendant à des adresses trouvées sur des vérifications d'antécédents. Il a essayé mon ancienne clinique vétérinaire à Shreveport, il a essayé le bureau de poste où je récupérais mes chèques. Rien. Puis, un mardi après-midi, je suis sorti d'une bibliothèque tranquille en périphérie d'une ville côtière. Un de ces bâtiments en verre et en briques que les gens oublient jusqu'à ce qu'ils aient besoin du Wi-Fi gratuit ou d'un formulaire fiscal. Je venais de rendre « L'art de la guerre », dont l'ironie me frapperait plus tard, quand j'ai entendu le crissement des freins derrière moi. Il n'avait pas beaucoup changé, mais le désespoir l'avait vidé. Les cheveux en désordre, les yeux cernés, les joues creuses comme si le sommeil ne l'avait pas visité depuis un moment. Il a claqué la portière et a traversé le parking en courant. Papa. Je me suis arrêté, non pas à cause du mot, mais parce que c'était la première fois en semaine qu'il l'utilisait sans ironie, sarcasme ou honte. Il m'a rattrapé, à bout de souffle. Papa, s'il te plaît, attends. Je me suis retourné. Il ressemblait à nouveau à un enfant. Pas à l'homme-enfant arrogant du barbecue. Pas à l'idiot souriant de la conversation de groupe. Juste un garçon qui avait vu le bord du précipice et s'était rendu compte que le pont avait disparu. Je ne le pensais pas, a-t-il dit. Sa voix s'est brisée à mi-chemin, ce que j'ai dit sur ton nom, les messages, la fête, j'étais juste en colère. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je n'ai rien dit au début. Je l'ai juste regardé, j'ai étudié comment ses mains tremblaient légèrement le long de son corps, comment ses yeux ne cessaient de dévier comme si la vérité pouvait l'aveugler s'il maintenait le contact visuel trop longtemps. Il a continué. Je ne savais pas que West Point me rejetterait. J'ai tout essayé, papa. J'ai envoyé des lettres, j'ai passé des appels. Ils ne veulent même pas me regarder sans une nouvelle recommandation et j'ai besoin de toi. Juste une lettre. Juste un appel, s'il te plaît. Je n'ai toujours pas répondu. J'ai juste laissé le silence s'étirer, long et chirurgical. Il l'a comblé maladroitement. J'avais tort, d'accord? Je pensais que Jacques était l'avenir. Que tu étais coincé dans le passé. Mais maintenant, je comprends. Vraiment. Tu ne portais pas seulement le nom. Tu l'as construit. Je pensais que je pouvais juste le jeter et je ne savais pas ce que ça coûtait. C'est là que j'ai soupiré. Pas parce que j'étais fatigué. Parce que j'étais déjà passé par là, avec lui, avec Mélissa,
avec la lente pourriture de la gratitude se transformant en droit acquis. Mais cette fois, c'était la dernière page. Tu pensais chaque mot, ai-je dit doucement. Et les mots ont du poids. Il a secoué la tête. Non, je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et ce n'est pas grave. Tu as le droit de choisir ton propre chemin. Mais ne reviens pas en rampant vers le pont que tu as incendié en me demandant de le reconstruire. On aurait dit que je l'avais frappé. Aide-moi juste à arranger le truc de West Point. Je ferai le reste. Fais-moi juste réintégrer. Finalement, je l'ai regardé dans les yeux. Ce n'est pas moi qui l'ai brisé, ai-je dit. C'est toi. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elles ne sont pas tombées. Juste une profonde et lente prise de conscience que l'homme en face de lui n'était plus un filet de sécurité. Il n'était plus un plan B, il n'était plus accessible. Je me suis retourné, j'ai marché au-delà des pins vers la voiture de location. La lumière du soleil filtrait à travers les branches en lames dorées acérées. Il ne m'a pas suivi, n'a pas crié, n'a pas supplié. Il est juste resté là, entouré par les échos de choix qu'il pensait être des blagues, et a regardé sa dernière bouée de sauvetage s'éloigner. Pas avec colère, pas avec méchanceté, juste avec finalité et silence. La réunion a eu lieu dans un pavillon loué avec vue sur le lac. Le même où nous nous réunissions tous les 2 étés quand Connor était encore le garçon aux yeux écarquillés qui pensait que les histoires de guerre de son grand-père étaient plus cool que les films Marvel. Cette année, il est venu seul. Sans Mélissa, sans Jacques, juste Connor, conduisant 3 heures dans une berline rouillée qui n'était pas la sienne, mais empruntée. Son SUV, repris depuis longtemps quand Mélissa a cessé de payer l'essence et que Jacques a cessé de répondre à ses appels. Il portait une chemise à col, les manches retroussées, a tenté de sourire à la table d'enregistrement comme si de rien n'était, mais il savait. Tout le monde là-bas savait. On ne réduit pas au silence un nom comme le mien sans s'attendre à ce que ça résonne. À l'intérieur du salon, les cousins s'agitaient avec leurs jeunes enfants, les tantes disposaient des gâteaux et l'oncle Paul, stoïque comme toujours, se tenait près de l'exposition près de la cheminée. Un mur d'hommage aux membres de la famille en service. Ma photo était là, en uniforme, à côté de celle de mon père. Une petite plaque reposait en dessous, en l'honneur de ceux qui portent encore le nom Holbrook avec fierté. Connor s'est figé en la voyant. Son nom n'était nulle part sur ce mur. À quelques mètres de là, le maître de cérémonie a tapoté le micro. Avant de passer au déjeuner, nous avons une annonce spéciale. La réunion de cette année a été rendue possible grâce à un don généreux de Daniel Holbrook, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais voulait envoyer ses salutations à l'héritage qui vit et respire encore parmi nous. Un applaudissement poli a parcouru la salle. Connor n'a pas applaudi. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux ont balayé les tables jusqu'à ce qu'il trouve celle près de l'avant. La table 1, réservée chaque année aux membres les plus âgés et aux patriarches directs. Elle avait 8 chaises. 7 étaient occupées. Une était vide. Tout le monde savait à qui elle était censée appartenir. La sienne. À côté de la chaise se trouvait un marque-place plié. Il s'est approché, le cœur battant la chamade. L'a pris. L'a lu. Il ne portait pas son nom. Il n'était pas vide. Il disait, réservé pour le nom qui demeure. La main de Connor est retombée le long de son corps, le marque-place flottant pour revenir sur la table comme un drapeau blanc. Il est resté là, seul, dans une pièce pleine de la famille qu'il appelait autrefois la sienne. Maintenant, il hochait simplement la tête, offrait des sourires forcés et retournait à leur conversation. Les chuchotements sont revenus comme de vieux fantômes. Tu as vu la note sur le don? Mon Dieu, Daniel est toujours aussi affûté. Connor a vraiment brûlé ce pont, hein? Le nom signifie quelque chose. Ça a toujours été le cas. Le fils d'un cousin est passé à côté de lui, tenant un t-shirt de la famille Holbrook. Le dos imprimé avec les noms de tous les membres de la famille qui avaient contribué à l'événement. Connor a parcouru la liste. Le nom de Daniel y était. Le mien. Celui de Connor, non. Ni comme donateur. Ni comme un Holbrook. Il est sorti, la brise printanière le frappant comme une vérité. Il s'est assis sur le banc près du lac. Le même où lui et moi pêchions autrefois. Le même où je lui avais dit un jour, l'héritage n'est pas quelque chose dont tu hérites. C'est quelque chose que tu honores. Maintenant, il n'avait hérité de rien. Pas de nom, pas de place à table,
Pas de chaise pour s'asseoir, pas d'écho à suivre, juste le son des enfants riant derrière lui, des histoires se racontant, des vies continuant autour d'un nom qui s'était déjà détaché de lui. Daniel Holbrook n'était pas dans le bâtiment. Mais sa présence le remplissait. Son don l'avait construit. Son silence l'avait scellé. Et à ce moment-là, sans rien dans les mains et sans nom à porter, Connor a réalisé qu'il n'avait pas seulement perdu un père. Il avait effacé sa place dans la lignée même qu'il avait autrefois soutenue. L'héritage n'était pas terminé. Il avait continué sans lui.